Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël en compagnie de Pierre comme d'habitude. Bonjour Pierre. Bonsoir. Nous nous retrouvons après un long moment pour un nouvel épisode de la table en Formica consacré à Jean-Gabriel Perriot, cinéaste relativement peu connu et qu'on jugeait important d'aborder. Alors, comme souvent dans les émissions de la table en Formica, un bouquin a aidé à la conception de cette émission. Le bouquin en question, c'est Ce que peut le cinéma. C'est une conversation entre Jean-Gabriel Perriot et Alain Borossa, qui est essayiste et professeur de philosophie. C'est aux éditions La Découverte, et le lien qui redirige vers le bouquin est évidemment dans la description. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la question rituelle de nos podcasts. Pierre, quel est ton rapport à Jean-Gabriel Perriot? Alors, mon rapport à Jean-Gabriel Perriot, il est un peu compliqué à expliquer pour la simple et bonne raison qu'il est assez mince, dans le sens où c'est un cinéaste que j'ai découvert grâce à toi parce que tu voulais absolument en parler en podcast et que a priori son geste artistique tel que tu me l'avais exposé m'intéressait, de faire un cinéma politique en passant par l'invention ou l'arrangement nouveau d'un point de vue formel. Et donc du coup et donc en fait ça fait à peu près un mois que je me suis que je traverse sa filmographie et donc c'est un rapport qui n'a pas encore eu le temps d'être intime parce qu'il n'y a pas encore eu le temps de s'établir dans la durée. Mais je pense que je peux quand même le décomposer en deux temps. Un premier temps qui est le temps de la découverte de sa filmographie où j'ai été confronté à ses films d'abord à travers une jeunesse allemande qui m'a un peu laissé sur le carreau, je dois admettre. Je voyais l'intérêt du film d'un point de vue intellectuel, mais je n'étais pas encore investi dedans, et c'est le contact avec ces films expérimentaux, surtout avec ces courts-métrages expérimentaux, ou du moins avec des formes vraiment plus inhabituelles, qui m'a vraiment interloqué quand je suis retrouvé face à 21 avril, immédiatement, ou face à Under Twilight, immédiatement il y a quelque chose de fort qui se produit parce que ce sont des formes extrêmement inhabituelles et originales qui poussent à se questionner, et ça on en reparlera beaucoup. Mais du coup, la pluralité des formes que convoque Perriot euh, a fait émerger en moi énormément d'expériences différentes et de questions différentes d'un point de vue chaotique et enfin, d'une manière assez anarchique, chaotique. Et, euh, un deuxième temps de mon rapport à Perriot, ça a été l'enregistrement du podcast sur Jean-Gabriel Perriot qui m'a permis parce que il se trouve, on va pas le cacher, que cet enregistrement du podcast sur Perriot est le deuxième. Ça fait il y a 2 jours, on a déjà enregistré le podcast mais malheureusement, l'enregistrement a eu un problème technique et on s'est rendu compte a posteriori qu'il était complètement inexploitable. Mais le fait est qu'on a déjà du coup eu une discussion d'environ 2 heures sur Jean-Gabriel Perriot qui m'a permis de réarranger, de créer des catégories pour parler pour euh, pour ranger un peu mes différentes expériences et idées sur Jean-Gabriel Perriot de manière ordonnée après avoir expérimenté sa filmographie, mais de créer un trajet très chaotique à travers ses films et à travers toutes les formes et expériences qu'il convoque. Euh, et donc, avec un peu de chance, si le podcast précédent, si le premier enregistrement inabouti a porté ses fruits, vous aurez l'occasion de voir à quel point c'est de voir qu'on parle de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus méthodique quand on a déjà enregistré un podcast. Ça permettra peut-être, même si vous n'avez pas la version précédente, vous avez déjà, normalement, en tant que spectateur, vous connaissez notre manière habituelle de parler des films et de nous perdre dans nos discussions. Vous allez peut-être voir quelque chose, peut-être que ce sera un peu différent maintenant qu'on c'est le deuxième round en fait, et que vous verrez peut-être l'effet sur notre pensée et sur notre manière de parler qu'a un podcast habituellement quand on l'a déjà fait et quand on reparle des choses après. Oui, oui, bah, ça on en reparlera quand on aura 4 heures d'enregistrement de non prévu. Alors le premier enregistrement a été court. Oui, 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 bien sûr. Donc, je vais également répondre à la question de mon rapport à Jean-Gabriel Perriot.
Alors, j'ai découvert le cinéaste grâce à son premier long métrage, Une jeunesse allemande, qui, moi, contrairement à Pierre, m'a beaucoup touché. En plus, j'ai eu la chance de le voir en salle. Euh, et Une jeunesse allemande, c'est un documentaire qui m'a frappé dans le sens où j'ai vraiment découvert ce qu'était un cinéma politique contemporain. On parle régulièrement de cinéma fort, de cinéma important, de cinéma nécessaire, qui sont généralement des œuvres du discours. C'est-à-dire des films qui vont asséner un message au spectateur. Et on va pas se mentir, la plupart du temps, si on est d'accord avec le message, ben on va aimer le film. Si on n'est pas d'accord avec le message, on va pas être, notre avis ne va pas changer grâce au film. Ce sont des films qui peuvent artistiquement être intéressants, mais politiquement, dans leurs intentions, sont souvent assez vains au final. Or, Jean-Gabriel Perriot, c'est un cinéaste qui crée une réelle osmose entre son message politique et la forme artistique. Ce qui en crée un réel cinéma politique contemporain comme on n'en fait plus. C'est-à-dire que le cinéma de Perriot n'est pas là pour asséner un discours, il est là pour faire en sorte que le spectateur se pose des questions. Il va juste créer un cadre qui est son cadre idéologique. Hein. C'est un cinéma de gauche, hein, très largement de gauche, même extrême gauche. Et dans ces images qui va et ces sons, parce que Perriot, c'est un cinéma, c'est pas seulement un cinéma de l'image, mais un cinéma dans tout ce que ça peut proposer, autant dans le travail de l'image que dans le travail du son, dans le travail de la fiction, dans le travail du documentaire, ou même dans le travail de l'image d'archives. Et avec tout ce matériel qui met à disposition du spectateur, il fait en sorte il crée des expériences où il confronte le spectateur, et par cette confrontation, naît à l'intérieur même du spectateur un questionnement qui peut le mener politiquement. Là, c'est un réel questionnement politique. Et pas juste, c'est-à-dire qu'à la fin d'un film de Perriot, on n'est pas passif. On ne sait pas passivement dire ah oui quand même ça cette cause c'est important, ou oui ça c'est grave, ou oui ça faut faire quelque chose. On n'est pas toutes les réponses tout cuit. On a une situation, on a des informations, on a des émotions, et avec ça c'est le spectateur de gérer, d'interpréter et de se poser lui-même les questions pertinentes à se poser. Ce qui fait que la conscience politique que peut éveiller un cinéma de Perriot émerge chez le spectateur lui-même. Ça vient pas du film. Le film, c'est on pourrait limite dire que son cinéma, c'est un accompagnement pédagogique à un développement politique. Tout en étant artistiquement très fécond, en expérimentant un nombre conséquent de formes. On peut passer chez Perriot du film d'archives expérimental avec des archives amateurs, du film d'archives plus conventionnel. On va aller du côté du cinéma de fiction, du côté du cinéma documentaire, du côté du journal intime, du côté de plein de formes diverses et variées euh, qui vont permettre plein d'expérimentations pour s'approcher du spectateur et créer comme ça un cadre émotionnel dans lequel peut s'épanouir un questionnement politique. Voilà. Et donc, voir ce type de cinéma-là, qui, comme le dit Perriot, a pu exister à une époque, mais qui n'est plus courant aujourd'hui, du moins dans le cinéma contemporain, c'est quelque chose qui est étonnant et qui est, d'une manière qui est choquant. C'est-à-dire que j'ai découvert Perriot avec Une jeunesse allemande, donc je suis allé voir le film, enfin, c'était un espèce de cadre qui rediffusait plein de documentaires, tout ça, et j'avais entendu parler que c'était un film composé uniquement d'images et de sons d'archives, donc sans recontextualisant tout ça, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un cinéma qui me touche autant, en fait. On ne s'attend pas à ce qu'un cinéma politique puisse être autant un cinéma de l'intime qu'avec Jean-Gabriel Perriot, que ce qu'est le cinéma de Jean-Gabriel Perriot. Voilà. Donc c'est ça, c'est un cinéaste politique qui n'est pas un cinéma politique qui n'est pas un cinéma du discours, mais un cinéma de l'intime. Même Et plus qu'un cinéma de l'intime, je dirais un cinéma de l'expérience subjective plutôt. C'est là qu'ils produisent, ce sont des expériences subjectives, et c'est en éprouvant ces expériences subjectives que se construit la réflexion politique. oui. Et tout de suite, nous allons passer à la première partie de ce podcast. Donc, avant d'entamer plus ardemment la filmographie de Perriot, il attend d'abord de se poser une question, c'est comment est-ce qu'on crée un cinéma politique, au sens où on l'entend dans le cinéma de Jean-Gabriel Perriot. Du coup, Pierre, je te pose la question, comment est-ce qu'on crée un cinéma
comment est-ce que Jean-Gabriel Perriot crée un cinéma politique? Alors, partons très simplement des films de Perriot et de l'expérience qu'il provoque pour comprendre en quoi est-ce qu'elle a une puissance politique toute particulière. Évoquons déjà mon premier choc face à un film de Perriot qui a été son court-métrage 21 avril. Euh, alors pour expliquer un peu ce qu'est 21 avril, c'est un mélange d'images fixes, hein, d'images fixes qui sont, ça peut être des images d'archives, des images des brochures publicitaires, des photos intimes de la vie de Perriot, enfin tout un tas d'images, mais qui sont des images fixes, qui peuvent être des arrêts sur images de vidéos d'archives, des photos d'archives, des photos, des dessins, des peintures aussi, qui vont être montées et prises dans un défilement extrêmement rapide, hein, ce qu'on pourrait vulgairement qualifier un défilement épileptique, mais ordonné, qui fait qu'on... Et en fait, d'une certaine manière, on va revoir l'histoire plus relativement contemporaine, l'histoire, disons, du XXe siècle, même peut-être avant, à travers les yeux de Jean-Gabriel Perriot, mêlés avec des images de sa vie, le tout pris dans un défilement où il est impossible d'isoler une quelconque image. Les images n'existent que en se juxtaposant et en créant des rapports très brefs les unes avec les autres. Il est impossible d'en isoler une. Et donc ce défilement sur, il me semble que ça dure 10 minutes. Donc en une dizaine de minutes, on a une vision de l'histoire par Jean-Gabriel Perriot, compressée, qui défile extrêmement rapidement, avec ces images qui défilent les unes après les autres sans continuer. Donc qui rompent en fait à chaque fois avec la précédente. Je ne sais pas sur quelle vitesse de défilement on est, mais on est sur une vitesse de défilement extrêmement rapide, hein. Et donc on a l'impression que chaque image vient comme une agression en fait contre la précédente, et en même temps il y a un véritable travail de continuité où finalement la forme globale, le régime général de chaque image et de la suivante s'accordent bien entre eux pour créer une forme globale qu'on va voir évoluer au sein du court-métrage. Et donc on a, à travers toutes ces petites opérations de rupture, une grande sensation de continuité. Et c'est extrêmement particulier en fait comme sensation, et surtout on est face à un cinéma de l'expérience, comme je le disais, de l'expérience pure, où finalement on peut pas avoir une petite voix pendant qu'on regarde un Perriot. On ne peut pas avoir la petite voix dans notre tête qui vient nous décrire et nous ordonner ce qu'on est en train de voir. On est obligé d'être pris entièrement dedans d'un point de vue sensoriel, émotionnel, sans pouvoir ordonner dans sa tête d'une manière très intellectuelle, sans pouvoir découper ou analyser ce qu'on est en train de voir. On est juste pris dedans. Et c'est et on peut lier ça aussi à ce que j'expérimente devant un autre de ses courts-métrages, qui est Under Twilight, qui lui va représenter des images d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstituer en fait des bombardements, avec cette particularité d'être encore une fois des images fixes qui vont être alternées. Enfin non, je crois que c'est des vidéos, mais qui vont en fait, chaque frame sera suivi de son symétrique. Et donc du coup, par persistance rétinienne, on a l'impression de voir des images assez abstraites, des photos sur lesquelles on aurait collé leur symétrique. Et donc on se retrouve avec ce défilement d'images symétriques qui représentent des bombardements, donc, et des vols d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve avec quelque chose de très spécial, encore une fois, dans la manière qu'on a de l'éprouver, que j'ai de l'éprouver en tout cas, où j'ai presque l'impression de voir des motifs, parce que ce qui est représenté est extrêmement chaotique. On parle de bombardement, mais la présence de symétrie convoque une forme d'ordre géométrique qui est perceptible, et qui rappelle un peu dans les formes qu'on observe dans Under Twilight les images de taches d'encre du test de Rorschach. Donc ce test psychiatrique qui sert, en présentant des taches d'encre symétriques, à dire aux patients qu'est-ce que vous voyez dedans et analyser
euh, ces schémas psychiques à partir de là. Et d'une certaine manière, on est face à des formes qui se rapprochent un peu de cet âge d'encre et qui sont aussi vraiment un degré d'abstraction égal à cet âge d'encre, me mettent face à quelque chose que j'appellerais une sorte d'impuissance interprétative, c'est-à-dire que j'ai envie de voir quelque chose dans ces formes, d'ordonner une pensée autour de ces formes, de produire un discours, de verbaliser ce que je ressens, de trouver un sens. Et finalement, il y a quelque chose de profondément inaccessible, d'impénétrable qui me met, en tout cas en première expérience, hein, pendant que je suis en train de le voir et dans les instants qui suivent, une vraie position d'impuissance vis-à-vis des images, une incapacité à les interpréter et à leur donner sens et à les ordonner, et à ordonner les sensations que j'ai vécues, à les découper dans des catégories bien propres. Et c'est de là que, pour moi, naît la force politique du cinéma de Perio, parce que il nous met face à des images qui sont familières. On voit un bombardement, on reconnaît que c'est un bombardement. Dans 21 avril, donc le film s'appelle 21 avril parce qu'il convoque la date du 21 avril 2002, qui était le second tour de l'élection présidentielle Chirac-Le Pen, donc la première arrivée au second tour du Front National, et qui est, par coïncidence, aussi la date d'anniversaire de Jean-Gabriel Perio. Et voilà, donc en fait, on sait ce qu'on voit, on sait qu'on voit un film où Jean-Gabriel Perio montre sa balance, en fait, à travers son montage, sa révolte contre le Front National, et puis ça, où d'un seul coup, ça devient, où on a une recomposition agressive de l'histoire, mais on sait ce qu'on voit dans Underquake, on sait qu'on voit des bombardements et des vols d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait ce qu'on voit, et pourtant on n'arrive pas à y donner de sens parce que la forme est profondément étrange et singulière. Et donc du coup, on est obligé de se poser, il y a des questions qui émergent forcément. L'impression de savoir ce qu'on est en train de voir et pourtant de ne pas y arriver à y donner de sens à cause de cette forme. Ça fait se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Quelle est la nature des images que je vois? Quelles opérations ont été effectuées sur ces images? Quel sens est-ce que je peux donner à cet événement? Parce que finalement, à travers un certain angle, j'ai vécu cet événement historique qui est représenté, ou ces événements historiques. Comment convoquer, comment face à cette impuissance, comment est-ce que je peux réordonner les expériences que j'ai vécues dans quelque chose dont je puisse rendre compte, parce que j'aime pas être impuissant par rapport aux images que je vois, il y a l'envie de les dominer un peu, ou du moins de les accompagner, que ma réflexion puisse accompagner les images que je viens de voir. Enfin voilà, autant dire que la pensée est mise en mouvement par la forme très singulière que prend le cinéma de Jean-Gabriel Perio. Et donc, si la pensée se met en mouvement vis-à-vis d'images qui représentent l'histoire et l'organisation de la société, et qui convoquent voire même des élections comme le 21 avril, ou des images qui sont politiquement chargées, hein, qui ont socialement acquis un statut politique, ça pousse à se poser des questions d'ordre politique, et ça pousse à la nécessité de se les poser parce qu'on ne supporte pas d'être impuissant, de ne pas trouver de sens par rapport à ce qu'on a vu, donc on est obligé de questionner les images et de questionner son propre rapport à ces images, et donc à tout l'imaginaire et les valeurs et les valeurs qu'elles convoquent en fait. Et donc c'est un cinéma qui politise la pensée. Donc ça c'est d'une part ce que je pense par rapport à mon rapport aux images et au son aussi de Perio, parce qu'on a tout un travail dont on parlera plus en détail sur le son, hein. Il déforme le son de manière. Dans 21 avril, on a des chansons qui avancent et puis qui rembobinent et puis qui s'arrêtent et puis qui passent en boucle, ce qui donne un côté, encore une fois, entre rupture et continuité qui accompagne totalement l'image, les images. Mais enfin, passons là-dessus. C'est un cinéma qui fait se poser, qui fait émerger les questions vis-à-vis de l'expérience qu'on en a. Il ne pose pas directement les questions, mais il fait émerger les questions chez le spectateur, chez les spectateurs, parce que chacun aura, justement, la force de Perio du cinéma, c'est que chacun aura des questions différentes qui émergeront, elles émergeront vis-à-vis d'un socle commun, dans un cadre commun, mais elles émergeront d'une manière différente pour chacun, parce que chacun aura une manière différente de vivre l'expérience d'un film de Perio. Et d'autre part, l'un des
éléments qui m'interloquent beaucoup chez Perio, qui fait peut-être l'un des éléments, qui est peut-être l'élément principal pour lequel j'ai beaucoup plus investi dans ses courts-métrages que dans ses longs-métrages, c'est la simple utilisation de la forme courte et du fait que aussi ces courts-métrages sont en majorité disponibles sur son compte Vimeo, donc en libre accès, et par ailleurs dans plusieurs, avec des sous-titres dans plusieurs langues. Enfin voilà, on voit il y a une véritable démarche active de sa part pour rendre visible à tous ses courts-métrages et ses œuvres. Et le fait que ce soit court, ça fait que ces œuvres sont projetables. Un film, je pense, n'est projeté dans l'espace public parce que c'est des films qui sont politiques et donc qui visent à être mobilisés d'une manière ou d'une autre dans le débat public, et ils ne peuvent être projetés que s'ils sont projetables. Et projeter quelque chose dans le débat dans l'espace public, ça nécessite de ne pas avoir un film qui fait 2h30. Parce qu'un film qui fait 2h30 ne sera vu que par les gens qui ont 2h30 à y consacrer. Et avoir 2h30 à consacrer à un film quand on n'est pas particulièrement cinéphile, et que c'est pas un film qui plus est, c'est un film qui n'est pas une attraction, c'est vraiment une expérience qui a pour but de faire se questionner. C'est une activité intellectuelle et un investissement de temps que tout le monde ne peut pas mettre. Et donc, notamment les films les films politiques, un film politique de 2h30, de 2 heures, voire même de plus d'1 heure, c'est un film qui est, à mon sens, réduit à l'impuissance dans sa capacité à agir sur le plus grand nombre, et dans un espace qui n'est pas l'espace des cinéphiles, de la cinéphilie. Là, au contraire, ce sont des courts-métrages qui sont projetables, par exemple, dans une conférence, dans un débat, ou ça parce que je sais qu'ils le sont, dans une classe, vis-à- qui face à des lycéens, où je sais que son court-métrage Eût elle été criminel, qui parle qui a pour sujet les femmes tondues à la libération, les femmes qui avaient été jugées collaboratrices des soldats allemands, qui avaient couché avec des soldats allemands ou qui étaient partis travailler en Allemagne, qui avaient été tondues à la libération de la France. Il a fait un court-métrage là-dessus, et je sais qu'il est qu'il est souvent projeté dans les lycées pour se faire se questionner les élèves sur ces événements, en vraiment leur procurant une réelle expérience, en leur donnant à éprouver ces images non commentées, et donc à se construire parce que oui, du coup, les images de Perio ne sont pas commentées, il n'y a pas de voix off, c'est la différence avec le documentaire télévisé classique. En fait, on est confronté aux images et on ne peut pas on n'a rien pour nous imposer un angle de lecture. Voilà, on ne nous lit pas les images ou les sons, on ne nous lit pas ce qu'on est en train de voir, on est obligé de le lire nous-mêmes, de les éprouver réellement. Et donc c'est un objet qui est, par sa forme courte et succincte, et en même temps par sa force d'évocation, par sa fécondité en fait, par toutes les émotions qu'elle convoque, on est obligé de réagir, d'avoir une réponse en fait quand on voit ces films. Et en même temps, ils sont très faciles à diffuser et à mobiliser comme outil politique d'une certaine manière, et à mobiliser en tant qu'objet dans le champ politique pour les donner à voir et pour donner à réfléchir. Et donc dans la simple utilisation dans la simple forme, dans la simple durée du court-métrage, et se trouve une puissance politique, une puissance qui permet d'aller faire agir les images dans une sphère qui n'est pas la simple sphère de la cinéphilie. Et ça, pour le coup, ça a une démarche vraiment puissante en termes politiques. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus sur comment faire du cinéma politique à la vue du cinéma de Perio. Alors, je te rejoins sur beaucoup de choses. C'est vrai que tu as dit énormément de choses qui vont nous permettre d'approfondir dans les parties suivantes. Mais il y a un point sur lequel moi j'aimerais insister un peu plus, qui est vraiment un point fondamental dans le cinéma de Perio. C'est, comme tu as dit, l'absence de voix off et l'absence de recontextualisation des images d'archives utilisées, qui est vraiment d'une importance majeure dans son cinéma, parce que il empêche son cinéma de tomber dans un cinéma du discours. Quand on voit, par exemple, Une jeunesse allemande, donc son long métrage qui parle de l'ARF, la fraction armée rouge, qui est un parti communiste allemand, et qui parle notamment de la bande à Baader-Meinhof. Alors la bande à Baader-Meinhof, c'est à la base composée de plusieurs jeunes intellectuels allemands des années 60,
Voilà, c'est des essayistes, des écrivains ou écrivaines, des réalisateurs qui faisaient du cinéma politique, du cinéma expérimental. Ils étaient sur les plateaux télé à débat, donc c'est la jeunesse intellectuelle allemande des années 60, comme on l'a connu nous en France dans les années 60. Sauf que dans les années 70, si je me comprends bien la date, au début à peu près, ils ont abandonné toute forme de débat public et ils ont commencé à sombrer dans ce qui sera appelé du terrorisme. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à abattre des policiers, à poser des bombes, euh, et ils ont fini emprisonnés, et ils sont morts en prison. Voilà, et donc c'est une jeunesse allemande, ça retrace l'histoire du groupe Baader-Meinhof, et plus précisément, même on peut être encore plus précis, l'histoire de Ulrich Meinhof, parce que le film se concentre particulièrement sur elle, et ça le fait uniquement à l'aide d'images et de sons d'archives. Il n'y a aucune image ou son qui recontextualise les images qu'on est en train de voir et les sons qu'on est en train d'entendre. Il peut y avoir des fictions d'époque, mais aucune recontextualisation. Ce qui s'approche le plus d'une recontextualisation, c'est la toute fin du film, les extraits d'un court métrage de Fassbinder qui parle de ces événements. Et encore là, il est relativement contemporain des événements. Il a été tourné très peu de temps après la mort du groupe Baader-Meinhof. Voilà. Donc on est vraiment dans le jeu de cette époque et à aucun moment on doit avoir de voix qui va du coup donner un discours. C'est-à-dire que c'est quand on fait un cinéma, la voix off elle serait là pour assigner un discours, un contexte, et donc du coup on aurait déjà toute une ligne avec toutes les réponses données. Or là on a juste l'histoire, comme les faits, les interviews télévisées, les reportages journalistiques, qui sont d'époque du coup, et on se retrouve dans la même position que les contemporains du groupe Baader-Meinhof, c'est-à-dire qui ont toutes les informations et qui ne peuvent que se poser des questions en rapport aux images et aux sons qu'ils perçoivent. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce travail pré-mâché de la voix off et de la recontextualisation qui transformerait ça en en un discours, et ce qui quelque part serait plus facile, mais aussi qui serait moins fécond. Dire c'est ça, si je devais choisir un mot pour qualifier le cinéma de période, ce serait fécond, dans le sens où il fait éclore chez le spectateur un questionnement par son utilisation des images et des sons. Il le fait éclore chez le spectateur, dans le sens où voilà, il ne donne aucune réponse, juste, voilà, il permet juste l'établissement de questions, et c'est cette absence de contexte, cette absence de contexte du discours, cette absence d'assénement, d'asséner une idéologie qui pourrait être une idéologie avec laquelle on pourrait être d'accord ou pas, hein. D'ailleurs c'est pas la question, c'est vraiment le fait de se faire questionner en rapport, parce que ça veut pas dire que le cinéma de Perio est sans idéologie, qu'il n'y a pas le Perio lui-même et sa perception des événements qui se retranscrivent dans son cinéma. Au contraire, la façon dont il met à disposition les images et les sons, il le dit lui-même, c'est une retranscription de son point de vue. J'ai donné un exemple tout simple dans une jeunesse allemande. Donc, si le film se construit avec des images d'archives, à un moment, quand ils abandonnent toute forme de débat public, euh, on se rend compte qu'à partir, au même moment, à partir de ce moment-là, c'est le pouvoir étatique de la démocratie ouest-allemande de l'époque qui va reprendre en main la télévision et qui va s'en servir comme son moyen de diffusion. Et donc, quand on voit tout ce groupe politique et toute cette qu'on a vu se former à travers de cette jeunesse intellectuelle, à travers des débats télévisés, à travers du débat public, et qu'on voit d'un coup que seule la voix étatique à la fin du film ressort et que c'est la seule ligne d'interprétation des événements d'époque qui nous reste, on est obligé de se poser des questions euh, quant au point de vue des images qu'on est en train de regarder. Et donc le simple fait de mettre les images à disposition de cette façon, c'est que Perio veut quand même induire un certain raisonnement. Il veut induire un certain questionnement. Mais ce questionnement, il ne l'assène pas. C'est-à-dire qu'il ne l'oblige pas au spectateur. Il permet juste l'éclosion de ce raisonnement. Et c'est en ça que ce cinéma politique est particulièrement fort et particulièrement efficace. Plus que n'importe quel cinéma du discours. Parce que
En fait, ce que Ferriot fait, c'est pas. En fait, la réalité du cinéma de Ferriot, ce n'est pas qu'il. En fait, il critique souvent. Il dit pour faire un cinéma politique, il faut faire une forme politique. Voilà. Enfin, il critique souvent le cinéma du discours en disant qu'en fait, c'est pas vraiment du cinéma politique. Là où je ne rejoindrai pas, c'est un cinéma politique, il représente des faits ou des articulations qui sont d'ordre politique. Quand on voit un cinéma du discours, hein, quand on voit. Mince, là, tout de suite, je pense sur la question du communisme. Euh, c'est déjà ce que j'avais cité dans notre précédent échange sur le cinéaste. J'ai l'impression d'avoir qu'un seul exemple en tête, mais c'est celui qui me vient tout de suite. C'est L'ombre de Staline d'Agnieszka Holland, qui était sorti il y a 2 ans, il me semble, euh, qui est un film de dénonciation du communisme stalinien, ce qui est un point de vue tout à fait défendable. Hein. Le discours, c'est pas le discours que je critique, c'est le fait que dans sa forme, justement, c'est un cinéma qui est à scène, on sait ce qu'on doit penser à la fin. Donc vraiment, c'est un cinéma qui est pas vraiment fécond, c'est un cinéma qui est politique, qui représente quelque chose, ce qui se passe à l'image, des articulations qui sont politiques. Le point de vue qui est quasiment, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est inspirée de faits réels, vraiment des faits réels. Donc le point de vue nous dit exactement ce qu'on doit penser. Il juge, la caméra juge chaque image, chaque événement qu'on nous montre, et donc à la fin, on ressort avec un joli édifice intellectuel et idéologique qui nous dit, qui nous fait. En fait, on rentre dans un. Le cinéma de Perriot propose un guide pour la pensée, le cinéma du discours propose un moule pour la pensée. Intégralement dans ce moule et finalement, le cinéma de Perriot, en tant qu'il est un guide, il autorise une progression, et c'est en ça que c'est pas, le cinéma de Perriot ne s'oppose pas au cinéma du discours en tant qu'il est plus politique, mais en tant qu'il est plus politiquement fécond. C'est ça le mot. C'est que le cinéma de Perriot, c'est un cinéma politiquement fécond qui permet au spectateur de se politiser et de faire émerger ses propres idées politiques. Et finalement, c'est un cinéma d'ailleurs qui permet de faire avancer surtout dans un point de vue de gauche où le citoyen doit avoir une part de pouvoir et d'agentivité dans la société. Il est important que chaque citoyen puisse se politiser et avoir une conception de la politique qui est sa propre conception, d'avoir conscience de ses valeurs et de se questionner sur ses propres valeurs, donc de ne pas rentrer dans un simple moule idéologique. Et donc, dans la démarche de Perriot, c'est important d'avoir un cinéma politiquement fécond, et c'est ça qu'il valorise puisqu'un cinéma politique. Et c'est ça qui le rend si. C'est pour ça que j'y adhère par ailleurs. Je pense que c'est aussi pour ça que tu y adhères. Exactement. Et alors, je conclurai cette partie en revenant quand même sur une phrase qui est souvent répétée à un point où elle en devient stupide, c'est de dire que tout est politique. Ce qui n'est pas foncièrement faux en soi, hein, dans l'absolu c'est même plutôt vrai, mais bah, ça en est assez vain. Si tout est politique, pas tout a un intérêt politique. Et c'est ça, c'est que un réel cinéma qui a une force politique, c'est un cinéma qui va créer une pensée politique de façon consciente. Et qui ne va pas le faire de manière... parce que oui, évidemment, on peut parler politiquement de tout film, même d'un film Marvel qui est globalement, qui est bien souvent assez vide. On peut s'en servir pour une analyse politique. Mais un réel cinéma politique, c'est un cinéma qui est politiquement conscient de lui-même. Et un réel cinéma politique, on va même aller plus loin, c'est un cinéma qui est formellement politique. Dans le sens où où il use consciemment d'une forme spécifique à une fin politique. C'est ce que fait Perriot. C'est-à-dire que le cinéma politique pour Perriot est obligatoirement formaliste. D'autant plus un cinéma qui veut s'opposer à contre-courant de la doxa étatique. Parce que c'est encore une fois, je ne fais que ressortir le discours de Perriot, puisque les armes du cinéma conventionnel sont celles des armes de la culture, sont celles des armes du mainstream et donc du moule de la société actuelle, donc de l'État. Donc il est abscon de faire un cinéma qui va à l'encontre de la politique actuelle en utilisant les armes elles-mêmes de cette politique actuelle, c'est-à-dire le cinéma mainstream. Voilà, il faut faire un cinéma qui se pose en opposé à ça, qui utilise des armes plus proches de l'expérimental, comme le fait Perriot.
Après, ce qui Merci d'avoir passé 5 minutes à reformuler ce que j'avais dit en 3 minutes avant. Non, je suis taquin, je suis taquin. Ouais, t'étais moins taquin en premier enregistrement, elle était plus sympa. Mais enfin, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast. Donc, deuxième partie, j'aimerais te poser une nouvelle question, Pierre. Enfin, une nouvelle remarque plutôt, j'aimerais ton avis dessus. J'aimerais ton avis sur le rapport dans le thématique de Gabriel Perio, la discussion qui s'opère, le rapport qu'il y a entre la fiction et le documentaire dans le cinéma de Jean-Gabriel Perio. Ok. Alors, le rapport entre fiction et documentaire. Alors, pour commencer, je vais prendre le film de Perio qui est le plus pédagogique, le plus didactique et le plus évident sur la tension fiction documentaire, c'est Nos défaites, qui est un film où que Perio a fait, qui en fait est construit à partir d'un projet avec des lycéens de classe de première à Ivry-sur-Seine. C'était en 2018, je crois. Il me semble également. Oui, c'était en 2018. Et donc, je devais avoir à peu près le même âge qu'eux, peut-être un an de plus à l'époque. Encore maintenant, du coup. Mais c'est... en fait, il leur a fait, donc avec ses lycéens de première, spécialité cinéma, il leur a fait jouer des scènes essentiellement de films. Peut-être il y a quelques archives non fictionnelles, je pense. Non, c'est que des films de fiction. C'est que des films. Ok. Oui, c'est que des films. Donc, ouais, il leur a fait jouer des scènes de films qui représentaient des situations sociales essentiellement du XXe siècle, de la classe ouvrière. En fait, il les a essentiellement mis dans des positions d'ouvriers il a pris des films je reprends. Il a pris des films du XXe siècle qui représentaient la classe ouvrière du XXe siècle et il en a fait jouer des scènes à des lycéens de première et il les a fait filmer les scènes, construit un dispositif formel avec eux, quoi. Et ensuite, donc ça c'est d'une part, et ces scènes-là sont fictionnelles, en fait, elles sont issues de fiction, et en plus elles sont fictionnelles en tant que ce sont des lycéens qui jouent, quoi, et que le dispositif fictionnel n'est à aucun moment, il est annoncé dès le départ, et qui plus est, l'image de ces scènes est souvent tournée à travers un filtre noir et blanc avec effet pellicule, avec les défauts de la pellicule dessus. Enfin, voilà, la nature de l'image rend la chose fictionnelle en tant qu'elle est mêlée à des séquences d'entretien que Perio mène avec ses lycéens où il les questionne en fait. Toujours des questions qui sont par ailleurs très brèves, hein. Par exemple, qu'est-ce que la politique est-ce que ça a un intérêt de faire grève pour toi? Que des questions qui sont très succinctes, mais qui acquièrent toujours une résonance avec les scènes que les lycéens viennent de jouer, donc qui les pousse à se questionner sur leurs propres a priori politiques. Alors qu'en première, la majorité d'entre eux, pas tous, hein, mais la majorité d'entre eux n'ont pas vraiment de conscience politique a priori. Et donc, en les immergeant dans la fiction, en leur faisant jouer les fictions à un niveau, en investissant dans leur corps, hein, dans la fiction, en fait, il les fait rentrer là-dedans en leur faisant jouer à travers le dispositif des fictions. Il les force à penser à travers le cadre de cette fiction et donc à s'identifier à s'y investir, à s'identifier aux personnages qui sont en train de jouer, donc finalement à se questionner sur les questions que se posent ces personnages et sur l'environnement dans lequel ils sont pris. Et donc c'est de là que matériellement va naître la réflexion politique chez ces lycéens, que Perio va juste faire émerger consciemment. Ces questions à Perio ne servent pas à guider leur réflexion, juste à leur faire conscientiser les questions qui naissent de ce qu'ils viennent de jouer. Et finalement, le spectateur se retrouve à peu près dans la même position parce qu'il voit une fiction qui est elle-même dans la matérialité de l'image, qui trahit sa dimension fictionnelle, ne serait-ce parce que le fait que le jeu des lycéens
est fragile, on va dire. Ce ne sont pas des acteurs professionnels, leur jeu est fragile, ils trahissent le fait que ce soit du jeu. Donc vraiment, ça pousse à se poser des questions pendant qu'on est en train de les voir. Et le fait est que quand on est confronté aux lycéens qui réfléchissent, parce que la majorité du temps, Perio pose une question et les lycéens prennent plusieurs dizaines de secondes avant de dire quelque chose parce qu'ils hésitent. Et on voit chez eux la construction, la réflexion se produire, en fait, naître, et par, si je puis dire, par mimétisme, par identification, chez le spectateur aussi, on commence à se poser des questions et à se dire que peut-être les réponses ne sont pas évidentes, pas aussi évidentes qu'on le pensait, et donc elles émergent toujours de la fiction comme support, et surtout du fait qu'on se soit investi corporellement dans cette fiction. Et donc ça fait émerger cette notion de rapport avec la fiction, de tension entre documentaires. Donc les entretiens, on les voit en fait vraiment, on voit des images documentaires d'entretien où les lycéens réfléchissent en fait, et on réfléchit de la même manière sur le support fictionnel parce qu'on s'est investi dans une fiction avant. Là, c'est le plus dialectique, en fait. On a vraiment un dialogue qui s'opère entre fiction et documentaire dans le cinéma de Perio. Et je pense qu'on peut étendre ça à certains de ses films. Je pense notamment à... alors, c'est généralisable, mais je vais prendre pour support deux films que j'aime énormément, qui sont des courts-métrages, cette fois-ci, beaucoup plus expérimentaux dans leur forme. Enfin, disons, plus qu'expérimentaux, des formes qui interloquent, qui sont beaucoup plus surprenantes et déstabilisantes. C'est d'une part Dieviré, qui en fait se propose de prendre, en fait, un peu comme 21 avril, de prendre des images fixes qui sont des images de paysages, et notamment de routes, de voitures sur une route, et à tout un tas de lieux du monde, et d'en fait de recomposer virtuellement un trajet en voiture sur cette route, en faisant défiler très rapidement, en défilant très rapide des images issues de routes du monde entier. Et donc ça, c'est d'une part pour Désiré, et pour 200 000 fantômes, l'autre film qui me vient en tête, cette fois-ci donc ça se passe, il prend des photos d'un monument, d'un bâtiment d'Hiroshima, de toutes les époques, depuis avant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'année où le film a été fait, je sais plus, dans les années 2010, quoi. Et en fait, il va superposer ces images progressivement, pendant 10 minutes, il va superposer ces photos de ce bâtiment, et on va le voir évoluer au cours du temps, avec une rupture où l'écran passera au blanc, et on fera table rase de tout ce qui aura été de toute la construction qui aura été établie au passage de la bombe. Et puis on verra ce bâtiment qui a la particularité d'être un bâtiment qui, sur Hiroshima, qui à Hiroshima n'a pas été reconstruit, n'a pas été rénové après le passage de la bombe, pour conserver le souvenir de l'impact et des dégâts de la bombe. Et donc en fait on va voir ce bâtiment stable dans le temps, mais on va voir littéralement, par une superposition de photos, l'environnement de ce bâtiment en train d'évoluer, de se reconstruire, de se réarranger, de se modifier. Et donc finalement, dans Désiré, ce qu'on voit, c'est que donc, les formes, évidemment, qui sont soit un défilement rapide d'images, soit une superposition progressive de photos, c'est des formes qui sont pas évidentes, dans lesquelles il n'est pas évident de se repérer. On n'a pas de repère vis-à-vis de ces formes, tellement elles sont inhabituelles. Donc il est nécessaire, et surtout elles trahissent leur propre artificialité. C'est-à-dire que la route qui est formée dans Désiré est virtuelle. On peut avoir une image de la campagne française ou de la campagne japonaise, une route de la campagne japonaise, une route du Texas qui vont se suivre. Et vraiment, la route est virtuelle et donc c'est un chemin géographique qui se produit. De même, dans 200 000 fantômes, on a un trajet temporel, mais qui est discontinu, qui se forme à travers différents angles, et donc qui trahit le fait qu'il ait été... En fait, le geste de constitution
de l'œuvre est visible à chaque instant dans l'œuvre, ce qui en fait finalement un monde presque fictionnel. Si le monde de fiction est un monde qui n'est pas, qu'on peut définir comme ne reflétant pas la réalité, comme étant une construction imaginaire, si je puis dire, bah c'est exactement dans ce cas-là qu'on est face au film de Perriot, finalement, parce que s'ils entretiennent des liens avec le réel, si les images peuvent provenir du réel, on a un monde qui est créé, qui est en fait assez virtuel, qui est composite de différentes images de nature différentes provenant du monde réel, mais qui produisent ensemble, et à travers leur articulation, un espace-temps profondément, totalement virtuel, fictionnel, imaginaire, qui est une vue de l'esprit, en fait, qui s'annonce comme tel sur le monde réel, dans lequel le spectateur a un rapport, en fait, une manière de se déplacer, de se mouvoir, de se repérer, qui est très similaire à celle qu'on a dans un film de fiction, parce que finalement on se retrouve à être face à un monde, du coup, hein, qui se crée dans notre tête, et dans lequel on va devoir établir un parcours, un trajet, un cheminement, qui est en fait ce qu'on a quand on nous propose un monde fictionnel. En fait, on doit établir une narration, qui est une narration du même ordre que la narration fictionnelle. On est pris dans une histoire avec aussi bien avec un petit H qu'un grand H d'ailleurs. On est pris dans une histoire et dans laquelle on doit se repérer, établir un trajet, une narration. Et si j'ai choisi de l'illustrer avec 200 000 fantômes et Dies Irae, c'est parce que justement, dans Dies Irae, on a un trajet spatial, on est sur une route et on avance dans cet espace virtuel, dans l'espace. Et dans 200 000 fantômes, en fait, c'est un trajet virtuel mais temporel cette fois-ci, où on avance en étant fixe dans l'espace, mais en recomposant le temps. Mais finalement, ce qui recompose Perriot, c'est un temps virtuel ou un espace virtuel dans lequel on doit se mouvoir à travers une narration que cette fois-ci qui n'est pas imposée, comme dans le cinéma de fiction, on a on est pris dans la narration, on nous raconte quelque chose, mais là, disons que le cinéma de Perriot entretient un rapport similaire à la narration et à la virtualité du monde qu'on voit, mais c'est le spectateur qui doit constituer sa propre narration et son propre cheminement, son propre trajet dans le monde virtuel qui se constitue dans sa tête. Mais du coup, c'est le même degré d'investissement. Il n'y a pas cette distance qu'on pourrait avoir par rapport à un documentaire qui s'annoncerait comme documentaire télévisé, par exemple, où généralement, on nous propose des images qu'on va commenter et on ne sera pas pris directement dans les images, dans la narration qui peut en sortir. Il y a une distance qui s'établit dans le documentaire par rapport aux images qui, chez Perriot, n'existe pas, et c'est le spectateur qui est pris directement dans le monde qui se compose par l'association des images et son, par ailleurs, par l'association des formes, on va dire. Là, c'est essentiellement par l'association des images dans Dies Irae et dans 200 000 fantômes. Quoique, justement, le son a cette particularité d'opérer une continuité entre les images discontinues et donc de favoriser l'investissement dans une narration continue. C'est vrai. C'est ça, le son va créer un accompagnement continu qui va permettre justement d'inciter à se mouvoir de manière continue à travers en composant une narration dans cet espace. Mais du coup, c'est ça qui formellement est intéressant à mon sens. C'est assez abstrait comme conception, mais je pense que quand je le dis, je pense que c'est assez abstrait, mais si vous allez voir un cours de Perriot, l'un des deux que j'ai donné, ou un quelconque autre, en fait, je pense que c'est que cette abstraction elle est profondément évidente et tangible quand on éprouve un film de Perriot. Et du coup, en tout cas, le fait de mêler, et donc du coup, ça permet le même degré d'investissement émotionnel que dans un film de fiction. Pas de distance, et donc ça fait que ça favorise en fait le questionnement et l'impression en fait de vivre dans le film. C'est une impression qu'on n'a pas forcément face à un documentaire, l'impression de vivre dans le film, d'être réellement investi corporellement, sentimentalement dans les images qu'on nous montre. On peut être investi avec la voix qui les commente, mais rarement avec ce qui est à l'écran en soi, avec les documents. Là, on est pris dans le monde créé par les documents. On y a le même investissement que dans la fiction, et c'est ça qui est fort dans le cinéma de Perriot.
ce degré d'investissement qui est créé en articulant des images documentaires à travers des opérations mentales qui sont plutôt redevables de la fiction habituellement. Alors, tu as beaucoup parlé, Et si par bien... ailleurs, juste avant que tu le reprennes, parce que je vais juste lancer une piste, parce que je pense que je vais la reprendre, c'est l'idée qu'en étant pris dans les images, on y est au présent, et donc même si ce sont des images d'archives, ça actualise les images d'archives, le fait de les tourner, les arranger dans les opérations qui relèvent d'une narration plutôt fictionnelle, on est pris dedans et donc on les vit au présent et donc ça actualise les images d'archives, et ça les réactualise au présent, ça éprouve au présent et non pas au passé. Ça leur redonne une sorte de vivacité. Voilà. Alors, tu as beaucoup parlé, si bien que j'ai au final pas grand chose à rajouter. Tu m'as même piqué ma transition. Voilà, donc voilà, on me vole mon travail dans ce podcast. Euh, alors Pour j'aimerais la simple juste... et bonne raison que c'est la deuxième fois qu'on Oui, enregistre et donc, comme je disais, que j'ai eu le temps de réorganiser mes idées qui ont été du dialogue précédent qu'on a eu. Là, vous voyez les conséquences euh, du dialogue sur la pensée que peut avoir et donc vous pouvez expérimenter le fait que le podcast Nathan Formica est bénéfique pour notre réflexion sur le cinéma et donc c'est un succès dans la démarche. c'est bien J'espère que, qu'il l'est aussi pour les auditeurs. c'est bien que tu retombes sur tes deux jambes. J'aimerais juste quand même rajouter un tout petit point, c'est que tu parles de ce fil analogue, un fil fictionnel qui se crée dans des courts-métrages qui ont une teneur assez expérimentale comme Jazzy Ray ou 200 000 fantômes, mais ça marche également pour des films qui ont utilisation moins expérimentale de l'image d'archive comme Utilité criminelle ou Une jeunesse amende, qui va créer un film fictionnel, une histoire qui va se créer via les images et via les sons. Pour Utilité criminelle, je trouve que le film fictionnel se crée particulièrement par le son, où Tout à fait. en fait UT criminel, UTT criminel, Utilité criminelle, ouais, pour la troisième j'ai On réussi va à y le dire. arriver. Voilà, Utilité criminelle, c'est donc on commence par des images de la libération très festives, très joyeuses, avec le thème de la Marseillaise, Tony Truant, et au fur et à mesure qu'on avance, il y a un moment où le thème de la Marseillaise commence comme à bégayer. Euh, et il bégaye, et à un moment, jusqu'à qu'on arrive à ces images de femmes tondues. Voilà, comme s'il y avait cet invité qui fait un peu tâche dans la grande célébration de la libération. Voilà. Et donc, ça, c'est l'histoire qu'on peut lire de ce film se crée particulièrement par la gestion et l'utilisation de la musique et du thème de la Marseillaise. Dans Une jeunesse allemande, ça utilise tout, autant les images que le son, pour créer une espèce d'histoire, celle du Lyric Man Off au sein de la de la RAF, De la RAF. ouais, de la RAF, c'est plus simple à dire, au sein de la RAF et au sein de cette société allemande des années 60. Donc c'est juste pour le petit point. Euh, du coup, je vais récupérer la transition que Pierre m'a piquée et parler pour ouvrir ce deuxième ou troisième partie de ce podcast. J'aimerais parler du rapport qu'entretient le cinéma de Jean-Gabriel Pariou, surtout le rapport qu'il crée entre les images du passé et du présent. Donc, du coup, Pierre, je te laisse commencer. Alors, bon, bah, j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure. Du coup, plutôt que de prolonger ce que j'ai dit, je vais partir sur un angle différent, qui cependant aura une certaine continuité par rapport à la démarche que j'avais établie vis-à-vis de... Pour montrer que le cinéma de période était fictionnel, j'avais dit qu'il était... qu'on voyait la... Pour établir voilà, cette dimension fictionnelle, j'avais avancé que le geste de construction des films de Perriot est apparent dans les films de Perriot et donc on voit presque si on était on voit presque sur les gestes se faire sur le banc de montage, enfin c'est pas un banc de montage, c'est numérique aujourd'hui mais l'image est plus parlante. On voit presque le découpage de la pellicule et l'arrangement des photogrammes sur le banc de montage se faire, le geste est apparent et donc ça pose une question quand on utilise des images d'archives
surtout provenant de sources extrêmement différentes et ayant des natures très variées. Elles peuvent être ça peut être des images d'archives documentaires, elles peuvent être aussi fictionnelles. Ça pose une question de la mémoire et de comment est-ce qu'on restitue la mémoire, surtout du point de vue de Jean-Gabriel Perriot qui est toujours très subjectif dans les films qu'il fait. On sent la subjectivité de Perriot dominer tout. Et donc, ça induit chaque recomposition, en fait. Ce qu'on observe, c'est une sorte de mémoire recomposée. De Perriot, ce qui se constitue sur la base d'archives, en tout cas, opère une forme de mémoire recomposée, où on est face à des images qui vont s'imbriquer les unes avec les autres, provenant de sources différentes. Là, je pense notamment à 200 000 fantômes, dont j'ai déjà expliqué le dispositif. On voit vraiment une sorte de puzzle se construire à l'image, où on a des images venant d'époques différentes, de pareils différents. Ça peut être de techniques de prise de vue différentes. Ça peut être des images en noir et blanc sur pellicule, ça peut être des images d'appareils photo numériques en couleur, ou des images colorisées, je pense, vu l'époque, quand ça peut être aussi des images noir et blanc colorisées. Enfin, tout un tas d'images qui vont être prises sur des angles différents, et on va avoir des choses techniquement très impressionnantes qu'il va faire. On va opérer des rotations autour du bâtiment au fil de la juxtaposition des images. Mais en tout cas, on voit, c'est un souvenir de ce bâtiment qui va peu à peu se recomposer à travers des images qui sont disponibles. En fait, c'est comme si on allait chercher les images disponibles dans une mémoire qui serait la mémoire collective, qui émanerait des archives. Voilà, une sorte de mémoire abstraite, mais qui serait la mémoire qu'on entretient à travers les archives et à travers les objets qui nous restent d'une époque, les traces, et on vient recomposer en fait un souvenir cohérent en prenant ces bouts de mémoire matériels et en les réarrangeant entre eux. De même, dans son dernier long métrage qui est sorti l'année dernière sur Arte, donc Retour à Reims Fragment, qui est sorti l'année dernière sur Arte et qui est sorti le 20 mars 2022 en salle. C'est un film particulier qui est, je crois, le seul film de période qui présente une voix off, parce qu'en fait, il adapte un roman autobiographique de Didier Héribon, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça son nom, oui. Qui est un roman autobiographique où il évoque sa vie et notamment sa jeunesse, en fait, qui s'appelle Retour à Reims. Et donc, le film Retour à Reims Fragment Jean-Gabriel Perriot prend des fragments du roman qu'il fait lire à Adèle Haenel. Donc, une voix qui est, et donc, qui finira avant de commenter, et qui sera accompagnée par des images d'archives j'y ai vu beaucoup d'images de fiction. Il y a aussi des images non fictionnelles, des images d'archives, de reportages. Mais j'y ai vu beaucoup d'images de films, en tout cas. Et qui vont accompagner les souvenirs d'Héribon, qui a vécu dans la classe ouvrière très précaire au XXe siècle. Et donc ça va retracer les conditions de vie de la classe ouvrière et l'émergence des mouvements. L'émergence et le déclin des mouvements prolétaires communistes aussi, et leur puissance qu'ils avaient en France à l'époque, non plus aujourd'hui. Et tout ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça est narré par la voix d'Adèle Haenel, qui est une actrice aujourd'hui connue, dont la voix est reconnaissable, qui ancre en fait cette voix dans le présent. C'est une voix du présent qui va faire un écho dans le passé, en racontant rétrospectivement à la première personne les souvenirs d'Héribon. Et donc cette voix purement ancrée en présent va en quelque sorte voyager vers le passé, avoir un écho qui va résonner dans le passé, qui va faire ressurgir ces images, encore une fois, de la même manière que 200 000 fantômes, des images provenant de sources diverses qui vont venir recomposer, reconstruire une mémoire, une certaine image de la classe prolétaire du XXe siècle, de sa constitution, des idéologies qui la traversent, aussi des corps qui la composent. Mais c'est une image qui est une image qui, comme tout souvenir, en fait, c'est ça la question
du passé et du présent chez Perio, c'est que je pense que chaque film de Perio est narré, qu'il soit explicite comme dans Retour à Reims ou implicite comme dans la majorité de ses autres films, du moins pour ces films d'archives, encore une fois. On est face à un point de vue au présent qui vient reconstituer un souvenir. En fait, les films de Jean-Gabriel Perriot sont pour moi, peuvent se voir, en tout cas, peuvent se lire comme des souvenirs recomposés qui trahissent probablement l'espace, qui trahissent probablement l'époque qu'ils documentent, mais qui la trahissent volontairement en quelque sorte, en ayant conscience, parce qu'ils recomposent à partir voilà, à partir de matériel passé, de situations passées, il réémerge pour faire écho avec une situation et une subjectivité qui, elle, est au présent. Et c'est pour ça que je pense qu'un concept que le cinéma de Jean-Gabriel Perriot ces films d'archives, en tout cas, peuvent être abordés sur le prisme d'une sorte de souvenir recomposé. Et je pense que c'est très fécond de les aborder ainsi et ce qu'on ne fera pas dans ce podcast parce que ce serait peut-être trop long, mais je pense que ça doit exister par ailleurs, parce que j'ai l'impression que le travail universitaire sur Perriot, et même s'il n'est pas hyper connu, est étonnamment très fécond. Ça doit exister des choses des travaux qui essaient d'analyser son cinéma et de le questionner sous le prisme de comment est-ce qu'on recompose un souvenir, comment est-ce qu'on réactualise l'histoire et comment est-ce que la subjectivité entretient un rapport avec l'histoire et peut mobiliser les souvenirs pour venir éprouver le présent d'une manière tout à fait différente et tout à fait nouvelle. Inventer, en fait, c'est ça. Ce que Perriot fait, c'est ce qui conclura mon opinion là-dessus, c'est qu'il vient à partir du passé, à partir des images du passé, des sons du passé aussi, en fait, à partir de formes, de matières issues du passé, il vient réinventer un regard, inventer une nouvelle manière d'éprouver le présent. Oui, alors j'aimerais juste préciser qu'on essaiera de mettre dans la description du podcast quelques liens vers des études universitaires. Euh, Oui, notamment notamment un mémoire sur la question qu'on ne traitera pas ici, ou peu, un très bon mémoire sur, donc j'ai plus l'auteur, excusez-moi, de M2, qui date de je sais plus quelle année, j'ai mal fait mes devoirs, désolé, mais qui questionne la question des corps dans le cinéma de Perriot, que je trouve très intéressant. On l'abordera sûrement pas pendant ce podcast, mais allez le voir. Et de manière plus générale, si vous voulez des ressources sur le cinéma de Perriot, vous allez sur le site qui sera aussi en description, hein, jgperriot.net, ou qui est le site officiel de Jean-Gabriel Perriot, à l'interface incroyablement sommaire, mais qui regroupe la majorité de ses courts-métrages, tous ceux qui sont disponibles, des ressources, interviews, entretiens, travaux universitaires, tout ce qui est disponible sur Jean-Gabriel Perriot est en fait compilé dans son site, qui d'ailleurs traduit aussi une volonté politique de rendre accessible du matériel pour commenter ces films et pour les voir comme objet, pour réfléchir dessus. C'est un travail qui va pas de soi, qu'on ne trouve pas chez beaucoup de cinéastes, et donc c'est une volonté active de Perriot de rendre démocratique, de démocratiser ces films et la pensée qui se fait dessus, et donc et surtout l'activité sociale en fait, que ce soit des interviews ou des analyses, toute la mobilisation de ces films dans le champ social qui est disponible, et en tout cas une partie est regroupée sur son site. Donc allez y faire un tour. Oui. Et donc désolé, je te laisse parler, Michael. Oui. Donc, moi j'aimerais revenir sur un film qu'on n'a pas encore évoqué dans ce podcast, quant au sujet que j'ai lancé, c'est Lumière d'été. Alors, Lumière d'été, je le résume rapidement. Le film commence. Enfin, le film raconte l'histoire d'un réalisateur japonais mais qui vit à Paris et qui, pour une chaîne de télé, va à Hiroshima pour interroger des survivantes de Hiroshima. Euh, j'ai plus le terme, je sais que c'est un terme particulier survivant d'Hiroshima, mais je l'ai oublié. En plus, c'est bien parce que avant le podcast,
Parce que je l'avais oublié au premier enregistrement, le terme, donc avant le podcast, je suis allé le relire pour l'avoir en mémoire, et je l'ai réoublié. Euh, C'est pas grave, tu parles pas japonais, on t'en tiendra pas rigueur. voilà. Euh, donc du coup, le film s'ouvre sur une séquence de 20 minutes qui est une pure séquence documentaire où on a une interview d'une survivante. Et après ces 20 minutes documentaires, on a l'heure suivante, redevient un film de fiction, où ce réalisateur va dans un parc avec son producteur, et à la fin de l'appel, il y a une jeune femme avec lui, qui est originaire d'Hiroshima, qui est une femme assez avenante, dirons-nous, et qui va euh, l'amener, le mener en balade un peu dans sa ville d'Hiroshima, jusqu'au soir où ils vont rencontrer un vieux monsieur et son petit-fils, et qu'ils vont, parce que il se trouve que ce jour c'était le jour de la fête des anciens, donc le soir c'était la fête des anciens, et donc du coup ils vont fêter la fête des anciens avec ce vieux monsieur et son petit-fils chez eux, ils vont faire une petite fête. Voilà, le petit élément que je n'ai pas raconté, c'est qu'on comprend vers la fin du film, parce qu'en fait il y a plusieurs, la survivante interrogée au début du film parle de sa sœur qui était infirmière et qui s'appelait Michiko Takeda. 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 Donc Michiko Décidément, Takeda. tu reproduis Oui, toujours les mêmes erreurs que notre premier enregistrement. oui, donc tu vois, c'est peut-être pas si. La démarche est peut-être pas si fonctionnelle que ça, la table en Fermica. Voilà, parce Pour qu'il y moi, a en des tout erreurs. cas, si. Voilà, il y a des erreurs qui sont Comme pas d'habitude, reproduites. tu es un échec. Un jour, j'arrêterai de le souffre-douleur de cette émission. Donc je reprends là où je m'étais arrêté. Donc Michiko Takeda, euh, voilà, on s'appelle comme ça, et on comprend à la fin du film que c'est également le nom de la jeune femme avenante, et elle est également infirmière, c'est une information qui est donnée plus tôt dans le film. Voilà, donc, et on comprend que c'est un esprit, un fantôme, d'autant plus qu'il y a une légende le jour de la fête des anciens, c'est que les morts peuvent, le jour de cette fête, revenir dans leur famille. Bon, en l'occurrence, le réalisateur et le monsieur ne sont pas réellement de sa famille. On va parler là d'une espèce de famille spirituelle plutôt qu'une famille une famille de sang. Une famille inventée, c'est comme ça qu'il le qualifie à la Oui, fin. une famille inventée. Il dit on peut inventer des familles, ce qui est un commentaire d'ailleurs, enfin, qui ouvre un commentaire sur la nature fictionnelle du film, qui est lui-même un film inventé par ailleurs. Le Mm. fictionnel, c'est une des rares œuvres de fiction de Perriot et son seul long métrage de fiction. Alors, sur le métrage de Il fiction. invente une famille tout comme il invente son long métrage, intégralement, et ses images. Exactement. Et donc, du coup, ce qui se passe ici, c'est que il va nous rendre contemporain quelqu'un qui est. Il, il va faire un espèce de pont entre les contemporains d'Hiroshima et nous aujourd'hui. Un pont qui s'effectue d'ailleurs. Il y a une métaphore que part dans le film, c'est que Michiko, au début du film, elle est habillée dans des habits traditionnels japonais qui datent des années 40, qui étaient très populaires à cette époque-là. Et à un moment, il passe dans une boutique de vêtements et elle va s'habiller à la mode japonaise plus actuelle, voilà, qui est un peu issue des modes occidentales et notamment américaines. Voilà, donc elle va s'habiller de manière plus contemporaine. Et donc par ce geste assez trivial, elle va devenir d'une certaine façon notre contemporaine. Voilà. Et à ça, voilà, c'est ça, Perriot crée un pont entre le passé et le présent grâce au cadre fictionnel du film. Voilà. Et c'est d'ailleurs, ça fait également le lien avec la partie précédente entre documentaire et fiction. C'est-à-dire que il se sert de la forme fictionnelle pour pouvoir faire communiquer le cadre, l'archive, le document, le documentaire avec le contemporain, avec aujourd'hui, avec nous. Ouais. Pas seulement, voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans la commisération, dans le misérabilisme, dans le oh là là, quand même, c'est terrible, Hiroshima, c'est grave, que c'est triste, voilà, c'est là, on n'a pas l'histoire de gens dont le nom est gravé sur des stèles commémoratives. On a un personnage qui est vivant,
Et je pense que vivant, c'est le terme qui qualifie le mieux le personnage de Michiko. Euh, et donc voilà, ce fait de la rendre vivante, voilà, ça nous la rend encore plus proche. Voilà, ça la fait vraiment vivre, non pas comme un souvenir tragique, mais comme un personnage actuel. Euh, D'ailleurs, le film, au plus il avance, au plus il se rapproche d'un feel-good movie. C'est-à-dire que c'est vraiment un film où il y a un bien-être qui se dégage de ce film. Et donc cette communication entre l'image du passé et du présent, elle sert chez Perio à quelque part créer un dépassement du passé à... il faut accepter le passé, mais il faut le survivre, dans le sens aller outre le passé, le dépasser pour pouvoir se reconstruire. Il y a également ça dans 200 000 fantômes, où on a toutes ces images d'archives de ce bâtiment au fil du temps, et les dernières images d'archives, c'est celle d'une fête autour de ce bâtiment. Seulement une fête commémorative, mais une fête, dans quelque chose de profondément joyeux. Voilà. Donc ce passage entre passé et présent, ouais, il crée il permet un outrepassement des horreurs du passé et permet d'aller de l'avant quelque part par le cadre fictionnel, par cette communication des images et des sons. Euh, et d'ailleurs, ça me permet de faire une transition avec notre prochaine partie, euh, qui est la question de la joie dans le cinéma de Perio. Donc, cette partie, je vais la nommer du titre d'un de ses courts-métrages magnifiques, qui s'appelle De la joie dans ce combat. Voilà. Et donc, du coup, comme d'habitude, Pierre, si je te parle de la joie dans ce combat, et de la joie plus largement dans le cinéma de Perio, qu'est-ce que tu auras envie de me dire? Eh bien, je vais te dire ce que tu as envie que je te dise parce que tu as convoqué un court-métrage en particulier, donc on va partir de lui. Donc, De la joie dans ce combat, qu'est-ce que c'est? C'est un film où Perio filme une chorale, en fait. Une chorale de gens qui habitent en banlieue. Euh, donc, ouais, ce sont des gens qui habitent en banlieue, qui font partie d'une chorale, et donc il va filmer leur répétition et leur... en fait, il va filmer cette chorale à partir, il me semble, de textes. Il a écrit les paroles d'une chanson à partir d'entretiens qui ne sont pas à l'écran, mais qu'il a conduit avant avec les gens. Avec les membres de cette chorale, il a conduit des entretiens, il a écrit un texte et il va leur faire chanter ses paroles. Et on va les voir répéter ces paroles. Et donc en fait, la question de la joie donc dans le combat politique qui présente, qui se manifeste chez Perio, elle est intrinsèquement liée à la musique et plus particulièrement au chant. Parce que parce qu'en fait le chant chez Perio se acquiert deux effets, si je peux dire. Il agite de manière, c'est que d'une part, il permet de créer du lien social entre les individus. Alors, on voit cette chorale qui est composée d'individus distincts. On va avoir notamment dans la manière dont il est filmé, on va avoir énormément de plans d'abord, dans un premier temps, sur les visages des sur les visages des gens qui composent cette chorale, des membres, individuellement. Et puis, peu à peu, on va avoir toujours autant de plans sur les visages, mais une multiplication aussi de plans sur le collectif qui forme au fur et à mesure que leurs voix s'accordent entre elles. Donc en fait, le chant crée un lien social, et le lien social a une dimension profondément ici, social pour chanter, ça a une dimension profondément festive, joyeuse, et ça réunit les gens autour d'une joie de faire quelque chose. Euh, par exemple, le chant étant une activité très populaire, tout le monde aime à un degré, aime des chansons, voire aime chanter à un certain degré, sans savoir chanter. C'est un truc extrêmement populaire, franchouillard aussi par ailleurs. Euh, mais c'est et d'autre part, le son chez Perio offre aux individus la possibilité de se réapproprier leur propre corps. Parce que le son, c'est quelque chose, le chant, c'est quelque chose qui émane du corps.
que la voix, qui permet de manipuler sa propre voix et de se réapproprier sa propre corporéité, en quelque sorte, et de retrouver une agentilité, une prise sur son propre corps. Et donc, c'est une forme de reconquête qui est elle-même profondément joyeuse à travers une société épanouissante. On reconquiert son propre corps, on renoue avec, en même temps qu'on noue à travers le lien social avec le corps des autres individus. Et il y a quelque chose de très intéressant à tirer donc de la joie dans ce combat qui illustre cela. Mais il y a aussi un autre de ces courts-métrages qui tourne aussi explicitement autour de la thématique du chant, qui s'appelle Nos jours absolument doivent être illuminés, où en fait il filme un concert donné par des... C'était en 2011, il filme un concert donné par des détenus à la maison d'arrêt d'Orléans. Alors le dispositif du concert est particulier parce que les détenus sont dans la maison d'arrêt et, les spectateurs sont dans la rue en face, à l'extérieur. Et du coup, ils sont séparés par le mur. En fait, les détenus et les spectateurs sont les auditeurs, du coup, le public, sont séparés par un mur. Et le concert est diffusé à travers des enceintes qui permettent aux voix de passer le mur. Mais en gros, les corps ne sont pas en contact visuel, ils sont séparés par un mur. Et pourtant, à travers le chant, va se créer un lien entre les détenus et les spectateurs. En fait, voilà, ça permet d'unir malgré le mur les corps et les esprits des gens, de créer un lien social profond à travers la voix, le son, et le chant. Euh, et en même temps, les chants chantés par les détenus sont quand même assez relativement joyeux et finalement traduisent une volonté d'émancipation, encore une fois, de leurs propres conditions de détenus et de leur propre captivité. Ça permet de retrouver une certaine manière une prise sur leur corps, mais aussi sur leurs rêves, sur, sur la vie qu'ils voudraient, sur les émotions qu'ils voudraient retrouver. Encore une fois, ces émotions de joie, de fête. Et donc, la fête chez Perriot, et la fête se manifeste à travers le chant, et elle a le pouvoir de lier les corps, de lier les esprits et de constituer un être social dans la joie et l'épanouissement de faire quelque chose dans un geste, dans une activité que les individus aiment pratiquer. Et ça me paraît très important dans un cinéma politique de faire ça, parce que c'est un cinéma qui aspire à transformer le monde, et on ne peut transformer le monde si on n'est pas optimiste sur son devenir, sur la possibilité d'un devenir optimiste. Il faut générer de la joie pour... le militantisme ne peut pas juste s'appréhender à travers le défaitisme ou à travers la colère, à travers la critique du monde existant. Il faut proposer quelque chose, il faut mettre en mouvement les citoyens, les gens, il faut les mettre en mouvement vers quelque chose de meilleur, et pour ça il faut croire dans ce quelque chose de meilleur, et donc avoir une forme d'optimisme. Et l'optimisme, ça se manifeste, que ça se communique de la meilleure manière par une attitude joyeuse et en faisant ressentir de la joie aux gens. Parce que quand on est optimiste et quand on est joyeux, c'est plus facile d'aller. C'est nécessaire pour aller quelque part ensemble. Et donc, en cela, c'est là que le film de Perriot a une puissance de questionnement très grande. Mais s'il n'y avait pas cette joie, cette festivité qui se dégageait du cinéma de Perriot, il serait beaucoup moins engageant. Or, le cinéma de Perriot est un cinéma engageant qui pousse à s'engager, à nouer un lien et à agir dans le monde social. Et ça, c'est entièrement, à mon avis, dû à cette dimension festive et optimiste qui sort de l'expérience de ces films. Alors, j'aimerais revenir sur deux, trois choses que tu as dites, notamment l'idée que la festivité, la joie se communique, et chez Pario, elle se communique particulièrement par la musique, la chanson et la musique généralement, et qu'elle permet quelque part d'animer les corps. Et il y a un film qui est une pure illustration de ton propos, c'est Si jamais nous devons disparaître, ça sera sans inquiétude, mais en combattant jusqu'à la fin, titre assez long, euh, où en fait le film s'ouvre sur une scène de concert, les musiciens arrivent et commencent à jouer.
En fait, au fur et à mesure il joue, on voit les corps commencer de la foule commencer légèrement à bouger. Et à un moment, on va avoir un écran noir, puis on va se concentrer sur une femme qui va monter sur la scène et qui va se mettre à danser. Voilà, comme si la musique animait son corps, en fait, comme si voilà, la musique créait un lien entre les corps et permettait de les mettre en mouvement. Voilà, c'est donc ça, c'est l'idée que chez Perio, tout combat, toute communauté ne peut se former, ne peut être fécond que s'il y a un lien qui se crée. Et ce lien, il est joyeux, il est festif. Voilà. Et c'est quelque chose qui, ce lien festif, on le retrouve un peu partout dans la filmographie de Perio. La fin de Retour à Reims, ça se finit sur des images d'archives de manifestations gilets jaunes où on voit les manifestants chanter l'international de Marc Allégré. Et c'est bon enfant. C'est profondément bon enfant. Voilà, c'est quelque chose de joyeux à se révolter. Quelque chose de joyeux à faire communauté et à s'unir. Voilà. Alors, évidemment, il n'est pas non plus tout rose. Il va monter, par exemple, avec Utel Criminel, il peut montrer des dérives à cette joie. Notamment quand elle se crée dans la victoire. Utilité criminelle, ça se trouve donc sur des images festives de la libération avec la Marseillaise, donc la musique qui est joyeuse, tonitruante, tout ça. Et comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, à un moment, elle commence à bugger et on rentre dans la partie plus douteuse de la libération avec la tombe des femmes qui est quelque chose de profondément injuste. Qu'on les considère comme criminels ou pas d'ailleurs, hein, c'est dans tous les cas injuste pour la simple de manière sémantique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu un droit à un jugement de justice. Elles ont été jugées publiquement par la foule sans aucune forme de procès. Donc qu'on les considère ou pas comme criminels, dans tous les cas le traitement subi est injuste. Et c'est cette injustice qui est montrée dans Utilité criminelle. Et voilà, donc ça passe quelque part dans. On peut montrer un blocage dans la festivité ou quelque chose qui déconne dedans. Mais c'est ça, en fait, la festivité n'est pas forcément quelque chose de positif, mais pour vouloir faire changer le monde, pour s'unir, pour faire communauté, pour se battre, il faut nécessairement une forme de joie dans ce combat. Voilà, c'est pour ça que je choisis le titre de film pour illustrer cette partie. C'est parce que c'est littéral. Il est nécessaire absolument d'avoir de la joie dans ce combat, ne serait-ce que pour avoir une motivation et une envie de le mener. Sur ce, ça va être la conclusion de ce podcast. Alors, avant de finir, est-ce que Pierre, tu aurais un dernier mot à dire sur Perio? Bah, allez voir, encore une fois, il y a beaucoup de ressources qui sur son site, sur son Vimeo sont disponibles. Donc, encore une fois, ce sont essentiellement des courts-métrages qui sont qui sont courts, du coup. C'est donc, encore une fois, les films sont projetables. Ils sont diffusables, diffusez-les, projetez-les, allez chercher les ressources qui sont disponibles. Voilà, allez voir ces films, diffusez-les, réfléchissez dessus, pensez dessus, discutez à partir de ces films. Ils sont mis à disposition, disposez-en. Je pense que je n'aurais pas dit mieux. Vous retrouverez évidemment tout en description pour aller chercher les films de Perio et allez-y. C'est peut-être un des rares représentants d'un réel cinéma politique fort aujourd'hui. Et je pense que son cinéma est important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu absolument faire un podcast pour à notre échelle, je le sais, bien maigre, le partager un peu son cinéma. Et même si on ne l'a fait découvrir qu'à deux ou trois personnes, ce sera déjà une profonde joie. Voilà, donc allez découvrir le cinéma de Perio. C'est un cinéma qui est, je pense, majeur dans le paysage cinématographique actuel. Au revoir et à une prochaine pour une prochaine émission. Au revoir.